Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-Mursalin. C'est avec un immense plaisir qu'on va commencer à dispenser ces cours à distance en matière de traitement des difficultés de l'entreprise, à savoir bien sûr la loi 73-17 qui a remplacé et abrogé le livre 5, plutôt la loi 1595, formant le code de commerce. Avant de commencer, bien sûr, à formuler quelques remarques ou quelques spécificités de cette loi, je tiens tout d'abord à préciser une chose qui est très importante. Comme vous savez que ces lois servent à beaucoup de choses. C'est le climat des affaires, bien sûr, qui est concerné, et le classement de Doing Business. Bien sûr, le Maroc est classé en 2020 53e rang parmi 190 pays. Bien sûr, et le Maroc a fait un bond de 75 places en 10 ans à cause des mesures qu'elle avait adoptées, à savoir la facilité des paiements des taxes et impôts, les télédéclarations, le Damancom au niveau de la CNSS et la loi sur les sociétés anonymes ou la réforme des sociétés en général et la loi sur le traitement des difficultés des entreprises. Bien sûr, la note du royaume, comme vous le savez, est notamment tirée sur le niveau record des faillites des entreprises. Bien sûr, à titre d'exemple, nous avons aux alentours de 8000 dépôts de bilan en 2017. Et la plupart des entreprises qui optent pour le redressement finissent par une liquidation judiciaire. Ce qui a poussé le Maroc à revoir le livre 5 du Code de commerce en adoptant la loi 73-17. Donc pourquoi cette loi et quelles sont les spécificités de cette loi? Parce qu'avant d'entamer et de débattre les aspects de cette loi, que ce soit au niveau de traitement extrajudiciaire ou intrajudiciaire, et bien sûr les organes et les sanctions, on doit se poser la question, pourquoi cette loi? Bien sûr, on peut dire en premier lieu une remarque, c'est que la loi de la faillite a fait faillite. Donc la loi de la faillite n'aboutit pas. Parce qu'au lieu d'arriver à assainir l'économie, à anticiper les solutions de traitement des difficultés de l'entreprise, on devient, donc le tribunal, en fin de compte, ne joue pas son rôle qui est destiné dans la philosophie de cette loi, et il ne fait que prononcer des liquidations judiciaires, chose qui n'arrange pas ni l'économie, ni l'entreprise, ni les partenaires de l'entreprise, à savoir les contractants, les salariés et bien sûr le fisc, la CNSS et tous les alliés de cette entreprise. Alors on devrait bien sûr séparer entre le sort de l'entreprise et le sort du chef d'entreprise. Parce que normalement, dans la théorie classique, un débiteur qui ne paye pas sa dette est un usurpateur de crédit, c'est un criminel en quelque sorte dans le temps. Maintenant, à travers le mécanisme adopté par le législateur, on peut d'ores et déjà savoir est-ce que la personne qui a opté pour le redressement ou pour la liquidation judiciaire est de bonne foi et de mauvaise foi, à travers bien sûr la technique de bilan économique et financier et social établi par le syndic, et à travers ce bilan, le tribunal peut déduire est-ce que ce monsieur-là ou le chef d'entreprise est de bonne foi ou de mauvaise foi, et à la lumière de ce rapport, il peut prononcer des sanctions, bien sûr. Donc tu peux demander le redressement ou la liquidation judiciaire sans craindre quoi que ce soit, c'est bien sûr tu es de bonne foi. Cette loi permet d'anticiper, parce que le problème du livre 5, c'est qu'on doit attendre. On doit attendre, bien sûr, on doit attendre jusqu'à ce que l'entreprise soit en état de cessation des paiements, chose qui est un peu délicate. Et
et ce n'est pas compatible avec la culture de chef d'entreprise au Maroc. C'est pour cela que la loi 73 a apporté des solutions, bien sûr, pour anticiper à travers le plan de sauvegarde qui permet aux chefs d'entreprise, avant d'être en état de cessation de paiement, et lorsqu'ils sentent qu'il y a une crainte qui est presque certaine de tomber sous le coup de la cessation des paiements, il peut automatiquement opter pour le plan de sauvegarde qui peut aller jusqu'à 5 ans et qui accorde plusieurs avantages avec bien sûr des responsabilités par rapport au chef d'entreprise. Aussi, le rôle de cette loi, ce n'est pas toujours sauver l'entreprise, mais il a aussi un rôle d'assainir l'économie, parce qu'il y a des entreprises viables qui méritent d'être redressées, mais il y a des canards boiteux. Pour ces canards boiteux, le juge doit prononcer la liquidation judiciaire, parce qu'une entreprise qui est dans une situation irrémédiablement compromise doit disparaître, sinon ça serait un cancer dans le corps qui risque de contaminer tout le corps, tous les tissus économiques, bien sûr, du pays. Aussi, parmi les objectifs de cette loi, c'est responsabiliser les gérants, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui admettre qu'un gérant, tout simplement, c'est une personne qui occupe une place et qui prend des décisions, et en fin de compte, il n'assume aucune responsabilité. Non, il y a la responsabilité qui peut être civile et qui peut être pénale, il y a la faillite personnelle, il y a l'action en comblement du passif qui peut être engagée contre le gérant, bien sûr, qui a commis une faute. Donc, toute faute, il peut entraîner une responsabilité, une action, ou plutôt, entre guillemets, on peut dire, il peut entraîner la solidarité du gérant, bien sûr, dans le paiement de l'actif, d'une partie de l'actif ou de la totalité, plutôt du passif de l'entreprise en difficulté. Là aussi, la loi a apporté une solution pour la lutte contre le détournement ou la dissimulation, parce que les gens qui détournent ou qui dissimulent les biens de l'entreprise, alors là, le législateur a trouvé une solution à travers l'extension de la procédure. Et là, il n'a pas exigé, et il a bien fait de ne pas exiger la qualité de commerçant pour procéder à l'extension de la procédure. L'extension peut être faite contre un non-commerçant, même si la loi exige que l'ouverture de la procédure doit être faite à l'encontre bien sûr, d'un commerçant ou d'une société commerciale. Alors là, la loi a voulu accorder aussi un rôle qui est très important par rapport aux créanciers, en adoptant, en instituant un organe, à savoir le comité des créanciers qui a des attributions et qui contribue positivement à la réalisation, à l'adoption des solutions, bien sûr, de l'entreprise en difficulté. Donc là, on remarque que le législateur a adopté un texte spécial et qui prévaudra toujours sur le texte général. Ceci veut dire que la loi 513-17 est un texte spécial en matière de règles de procédure et en matière de règles de fond. Ça veut dire toute règle qui contredit la loi 73-17 sera écartée, quelle que soit la nature de cette règle, même les règles qui figurent au niveau du code de commerce. Et c'est pour cela que le législateur a adopté au niveau de la loi 73-17 des objectifs pour cette loi, et on doit interpréter toutes les solutions, tous les textes de loi à la lumière de cet objectif, à savoir le maintien de l'activité, le paiement ou le désintéressement des créanciers et bien sûr le maintien de l'emploi. Là bien sûr le rôle est là aussi attribué parce que les associés ne jouaient pas dont l'ancien livre 5 abrogé est remplacé par la loi 73-17, les associés n'avaient pas un rôle à jouer, surtout en termes d'alerte. Maintenant, le législateur a accordé aux associés un rôle très important dans le cadre de l'alerte ou dans le cadre de la saisine de président de tribunal pour déclencher le règlement amiable. Bien sûr, la loi aussi a accentué, a donné plus de pouvoir ou plus de rôle au tribunal. Donc le tribunal aujourd'hui, il est là pour statuer sur des règles économiques mais dans un tissu juridique. Donc c'est comme si le législateur veut dire ou ordonne au juge d'ôter sa blouse noire et de mettre la blouse blanche à la place de sa blouse de juge pour devenir le médecin de l'entreprise. Donc il doit sauver cette entreprise. C'est pour cela, bien sûr, que
la solution adoptée est accompagnée par un nombre d'organes qui sont très spécialisés. Alors, fixer les attributions des organes, donc il faut délimiter parce que l'interférence des pouvoirs est un constat d'échec. L'interférence des pouvoirs mène vers l'échec, bien sûr, de l'application de la loi. C'est pour cela, dans la loi 73-17, le législateur a essayé au maximum de fixer et de déterminer clairement les attributions de tous les organes, à savoir le syndic, le juge-commissaire et les contrôleurs, et bien sûr le comité des créanciers. Alors, le législateur aussi, à travers cette loi, a fixé des objectifs pour la loi. Ces objectifs, comme je viens de citer, c'est un des textes de loi, des rares textes de loi où l'on trouve les objectifs de la loi qui sont dictés dans un texte, à savoir le maintien de l'activité, le désintéressement, le paiement des créanciers et le maintien de l'emploi. Ceci veut dire que toute interprétation de texte de loi doit être faite à la lumière de ces objectifs. On peut dire par exemple les créances nées postérieurement à la date de jugement du procédure de redressement sont payées par priorité, par préférence, mais en interprétant ce texte à la lumière des objectifs, le législateur a ajouté, pour éviter toute confusion, a ajouté la condition que ces créances doivent avoir un lien ou ils doivent être indispensables à la continuité de l'exploitation. Sinon, ils doivent être, bien sûr, écartés. Alors, aussi, le législateur a adopté plutôt la portée transfrontalière des procédures collectives. Et il a répondu, bien sûr, au problème de droit international privé pour une procédure ouverte à l'étranger, ouverte à l'échelle nationale, et peut-être pas être exporté ou importé vers un autre pays. Donc là, c'est aussi une nouveauté qui est très importante parce que le Maroc, bien sûr, vit dans le cadre de la mondialisation et il y a un effet par rapport aux difficultés. Il y a des sociétés, bien sûr, des sociétés étrangères qui ont une filiale, qui ont des filiales au Maroc, qui ont des succursales au Maroc. Donc on risque, bien sûr, d'être dans cette situation. Là aussi, le législateur marocain a bien fait d'utiliser une terminologie bien définie. Mais avant, j'aimerais mettre l'accent sur un point très important. C'est que la loi 73-17, à travers cette loi, le législateur marocain a instauré ce qu'on appelle un ordre public économique. Qu'est-ce qu'on entend par un ordre public économique et pourquoi il est d'ordre public économique? Il suffit de voir, ça veut dire à la lumière, à la lecture diagonale de la loi 73-17, on va remarquer qu'il y a la possibilité de la saisine du tribunal d'office. Bien sûr, le tribunal se saisit d'office de la procédure en cas d'une exécution de l'accord amiable. Il y a la possibilité aussi, bien sûr, d'ouvrir la procédure à la demande du ministère public et le ministère public peut faire usage des voies de recours. Et c'est une nouveauté aussi, en matière de voies de recours, le législateur a renforcé, bien sûr, le rôle du ministère public. Donc c'est un droit d'ordre public économique. Donc aujourd'hui, l'ordre public, c'est la santé publique, c'est l'intérêt public, c'est la sécurité publique et on a bien sûr la notion d'ordre public économique. Autre chose, c'est que le législateur, à travers la loi 73-17, et on consacrera une vidéo par rapport à l'impact de cette loi sur les contrats, mais il a consacré une nouvelle connotation, une nouvelle approche pour le contrat. Le contrat n'est plus un lien contractuel, le contrat ne dépend plus de l'autonomie et de la volonté des parties, le contrat est devenu un bien de l'entreprise et du moment que ce contrat est indispensable à la continuité de l'exploitation, il dépend de l'entreprise et ne dépend plus de la volonté des parties et le syndic a le droit d'exiger la continuité de contrat en cours. Les contrats sont cédés dans le cadre de la cession des contrats, donc ceci veut dire que le contrat est devenu dans la loi 73-17 un bien de l'entreprise. Aussi, le législateur, bien sûr, a adopté la notion de l'entreprise et la notion de la difficulté. La question qui se pose, bien sûr, pourquoi il n'a pas utilisé le mot société? Il a utilisé le mot entreprise. Bien sûr, toute société n'est pas une entreprise. Toute société plutôt est une entreprise, mais toute entreprise n'est pas une société.
parce que la société civile immobilière, c'est une entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui sont, bien sûr, qui ne sont pas commerciales. Mais lorsqu'on parle de la notion d'entreprise, c'est une notion économique. Ce n'est pas une notion juridique. Et cette notion économique, bien sûr, nécessite que toute solution qu'on va adopter doit répondre aux attentes de tous les alliés de l'entreprise. Si on parle de la société, bien sûr, elle se limite à l'associé parce que c'est l'associé qui apporte le capital, c'est l'associé qui s'associe avec une autre personne dans le cadre de l'affectio societatis et c'est eux qui vont répartir les bénéfices et assumer les pertes. Ça veut dire que la société tourne au rang de l'intérêt de l'associé. Mais si on veut traiter le problème de la difficulté, on a le problème des salariés, on a le problème des créanciers, on a le problème des contractants, on a le problème de l'activité, on a le problème de l'ordre public économique. Donc la dimension sociétaire ne permet pas de répondre à toutes ces problématiques. C'est pour cela que le législateur a adopté la solution la plus facile et économique, et du moment qu'on parle d'un droit d'ordre économique, à savoir, bien sûr, la notion de l'entreprise. Donc si on veut chercher une solution, on doit bien sûr la chercher dans le cadre de l'entreprise parce que la loi 73-17, comme c'était le cas de la loi du livre 5, est une loi de la répartition de la pénurie. Donc on va demander des sacrifices à tout le monde et bien sûr pour un but majeur, pour un but qui est noble, à savoir le maintien de l'emploi, à savoir le désintéressement ou le paiement de créanciers et le maintien de l'emploi. Je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.